Alors, bonjour Romain, ravi de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne du Club Digital. Bonjour Stéphane. Eh bien, changez de vie, apprenez à coder. C'est le slogan du wagon et que tu as confondé en 2013. Tu es aujourd'hui le COO, mais véritablement, vous avez apporté une révolution en France, vous avez démocratisé le code, vous l'avez rendu accessible à tous avec une école qui promet de former en quelques mois au code. Ça a un gros impact sur l'écosystème français. Mais avant de rentrer plus dans le détail, écoute Romain, je voudrais commencer par le fast pitch du Club Digital. Alors, c'est quoi le fast pitch? C'est 3 questions qui vont être posées. Tu as seulement 3 phrases pour répondre à chacune de ces questions. Et il faut que tu y répondes du coup assez rapidement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors, question 1. Quel est ton plus grand succès? C'est d'avoir formé plus de 7000 personnes dans 38 campus partout dans le monde en 6 ans. Et ton Ça plus grand fait une échec? phrase. Ça marche aussi. Mon plus grand échec. Alors, déjà, c'est compliqué les questions des échecs parce qu'on en connaît une palanquée. Quand on est entrepreneur, ça fait partie de notre quotidien, les échecs. Donc, j'en ai eu beaucoup. Et je dirais que c'est le lancement à Beyrouth qui s'est avéré totalement catastrophique. On l'a même tenté 2 fois et à chaque fois, on a échoué lamentablement. Tu nous expliqueras pourquoi plus tard, ce sera intéressant, je pense, de comprendre. Et question 3, est-ce que tu peux nous partager un coup de gueule? Moi, quand je vois ce qui se passe dans les autres pays en Europe, notamment où on est présent en matière de formation professionnelle, je trouve qu'en France, il y a énormément à améliorer en matière de formation continue. Les process administratifs sont trop lourds, trop compliqués, très difficiles à comprendre pour les particuliers. Et je pense qu'il faut fluidifier tout ça et permettre aux gens de se former tout au long de la vie plus facilement, comme c'est possible dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, où on est présent et où ça se passe beaucoup plus facilement. Et c'est un des gros enjeux du wagon. Et justement, merci d'avoir joué le jeu du fast pitch, Romain. Alors, pour présenter un peu plus longuement le wagon, et tu me diras, Romain, si j'ai tout juste. Alors, vous êtes une start-up ou je dirais plutôt une école de formation. En 9 semaines, vous proposez d'apprendre à coder des propres applications et des sites web, même devenir développeur web full stack. Et cette formation, elle est accessible sans diplôme et pour 6 900 euros. Alors, si on est à Paris, ça dépend des villes. Et concrètement, comme je dis au départ, ça a largement contribué, je pense, à aider notre écosystème en France, en tout cas sur la tech. Et aujourd'hui, depuis février, vous proposez même un nouveau cursus. Vous allez plus loin maintenant, sur 9 semaines, et c'est toujours à temps plein, les mêmes tarifs pour devenir data scientist. Donc, toujours plus loin avec le wagon. Est-ce que, Romain, j'ai tout juste, ça correspond au wagon? Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, il y a deux petites précisions. Le format, on le fait donc en full time et en part time maintenant. Donc, tu peux suivre nos formations le soir et le week-end quand tu travailles à côté, par exemple, ou quand tu ne peux pas tout simplement prendre 9 semaines de ta vie pour venir faire le bootcamp. On appelle ça des bootcamps, cette espèce de condensé de formation sur 9 semaines. Et le deuxième élément, c'est que sur la data science qu'on vient de lancer, le niveau prérequis, par exemple, qu'on demande à nos candidats est un petit peu plus élevé que pour le développement web. C'est-à-dire qu'on demande à avoir un niveau mathématique minimum, type Terminal S. Voilà. Je sais plus si ça s'appelle la Terminal S, je suis vieux maintenant, mais peut-être Terminal G, SP, maths ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai suivi le même cursus, hein. Je crois que c'est encore Non, la terminale je S. suis pas si vieux alors. Mais ça va, c'est encore accessible, je pense, pour permettre d'accéder à des formations au wagon. Et ce qui est marrant, c'est que, alors, du coup, pour rentrer un peu dans des questions un peu plus longues, c'est que ton background, au départ, tu étais avocat en droit des affaires pendant 5 ans. Donc, j'ai l'impression que tu ne connaissais rien au web avant et qu'en fait, maintenant, tu aides les gens qui ne comprennent rien au web à tout comprendre comme toi, en tout cas, à apprendre à coder, à arriver sur ce sujet-là. Et je voulais te poser la question par rapport à ton parcours de start-upper, après avoir fait tout ce parcours, ben, en fait, d'avoir été avocat, de savoir prononcer des bons discours, des plaidoiries. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide beaucoup aujourd'hui dans ton job de start-upper, notamment quand tu pitches des clients, mais aussi des fonds d'investissement? Alors, il y a j'ai plusieurs éléments de réponse. Déjà, effectivement, alors moi, j'avais un background d'avocat d'affaires. J'ai aussi fait beaucoup de pénal sur la fin de ma carrière d'avocat, ma courte carrière d'avocat, hein. J'ai exercé pendant 5 ans. Donc j'ai aussi fait énormément de pénal où je plaidais beaucoup.
C'est pas moi qui apprends aux gens à coder. J'aurais pas cette prétention-là. J'ai eu le bon goût de bien m'associer et donc j'ai cofondé le wagon avec deux ingénieurs, dont un qui est mon frère, Boris, donc, qui est centralien, et notre directeur technique, notre CTO, Sébastien, qui a Félix et qui est développeur depuis qu'il est né pratiquement. Donc voilà, c'est surtout eux qui ont créé la pédagogie et les plateformes sur lesquelles les élèves apprennent aujourd'hui. Moi, je me suis plus occupé du bizdev, de tous les aspects bah, un peu entrepreneuriaux purs, quoi. C'est aller chercher des élèves, des clients, des partenaires, enfin, des locaux, enfin, tout l'opérationnel, quoi. C'est pour ça que j'étais CEO. Est-ce que le fait d'être éloquent et de bien s'exprimer est un plus? Je pense que c'est certainement oui, mais pas que dans le milieu des startups. C'est un plus partout. Je dirais que quand tu es entrepreneur, c'est bien de savoir convaincre et puis c'est bien d'avoir de l'empathie. Tu as l'entrée et la sortie, quoi. C'est-à-dire que il faut que pour redonner du flux, il faut que tu les captes intelligemment. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc, avoir de l'empathie et bien s'exprimer, c'est des vrais plus. Après, si le projet que tu portes, il n'est pas viable, il n'est pas rentable, il n'est pas pertinent, il n'est pas intelligent ou il correspond à aucune réalité, il n'empêche que bien parler ne te sera d'aucune utilité. En revanche, la formation d'avocat est très utile. Alors, elle est très toxique sur pas mal d'abord, c'est-à-dire que les avocats sont des gens qui ont une formation un peu spécifique. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup nui au début quand j'ai lancé le wagon avec mon background d'avocat. Typiquement, j'étais un peu frileux sur des éléments juridiques, on a tendance à tout double-checker, à tout vérifier, à s'assurer qu'on est dans les clous, etc. Alors, en vérité, il y a plein de choses qui sont très peu importantes. Tu n'as pas besoin d'avoir les statuts de ta boîte rédigés et déposés au greffe pour commencer une activité. Et en vrai, enfin, tu peux très bien aller trouver des clients et régulariser ça après. Donc, quand tu es avocat, que tu as été avocat pendant des années, c'est pratiquement inconcevable, c'est une hérésie. Donc, il y a des choses comme ça qui sont des petits blocages parce que tu es d'un naturel un peu, euh, un peu tatillon et frileux sur ces sujets-là. En revanche, il y a quelque chose qui est très bien dans la formation d'avocat, c'est l'esprit de synthèse. C'est-à-dire que tu, tu as suivi une formation qui est assez bonne sur tout ce qui est note de synthèse, esprit de synthèse. Et ça, quand on entreprend, c'est très efficace parce que ça évite de perdre du temps. Et alors, ça permet effectivement d'aller plus vite et enfin, probablement, je pense, dans les pitchs. En tout cas, quand on va en termes de chiffres, et tu en parlais tout à l'heure dans ton enfin, ton plus grand succès, vous avez formé plus de 7000 personnes pour l'instant. C'est énorme. Vous êtes présent dans 39 villes à travers le monde. Alors, il y a des villes en France, 7 villes en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Alors, il y en a en Europe, Londres, Barcelone, Tokyo, mais aussi Séoul, Bali, Dubaï ou même Rio de Janeiro. Donc, c'est très large. Et tout cela, vous l'avez fait en autofinancement. Ouais. Donc, je pense que voilà, ce que tu expliquais, tes qualités de bizdev aussi, on a peut-être dû aider sur le sujet. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, comment on en arrive là à former 7000 personnes sans faire de levée de fonds? C'est un super parcours. Tu nous as dit aussi qu'il y avait des échecs comme par exemple Beyrouth. Est-ce que tu peux nous faire un petit condensé, justement, faire appel à ton esprit de synthèse d'avocat pour nous raconter cette petite histoire du wagon, cette grande histoire du wagon? Bien sûr. Alors, nous, on n'a pas levé de fonds au début de notre histoire, pendant on va dire les 6 premières années du wagon. Là, ça a changé récemment. Euh, pour plein de raisons. Déjà, parce qu'on voulait rester un peu maître à bord et avoir la main sur ce qu'on faisait. Ensuite, parce qu'on pensait que c'était important pour une entreprise d'être rentable et chercher de la rentabilité et d'être capable de s'autofinancer et de se développer par elle-même. Enfin, c'est les deux points principaux. Comment est-ce qu'on a développé le wagon? On a fait une sorte de développement mixte, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur un réseau de franchises qu'on a développé pour encaisser des royalties à côté de l'activité qu'on avait nous en direct, évidemment, qui était rentable dès le jour 1, pour encaisser des royalties C'est et rare, utiliser ça. ces royalties. Ouais, ça c'est le gros avantage en fait de la formation, c'est que tu as un BFR qui est excellent, quoi. Les gens payent un acompte avant la formation, donc tu as un bon BFR et donc ça dès le jour 1, forcément c'est très utile. Tu n'es pas obligé de mettre trop au pot, quoi. Donc il y avait l'activité historique qui dégageait du profit, il y avait les franchises qui dégageaient des royalties, tout ça, ça était systématiquement réinvesti. Nous, on s'est
pas payé, très très peu payé. On a tout remis au pot. Alors après, c'est un risque, hein, quand on est entrepreneur parce qu'évidemment, tous les ans, on remet dans la machine et on se dit que ben, c'est un peu notre seul bien, la fameuse machine. Donc, il ne faut pas qu'elle se casse non plus. Et puis, on n'est jamais à l'abri de voilà. Donc, en gros, on mettait au pot tous les ans et c'est grâce à ça qu'on a développé des filiales. Donc, en fait, on avait des franchises qui payaient des royalties. Ces royalties nous permettaient de développer des filiales en propre sur des villes qu'on considérait comme étant stratégiques parce que géographiquement intéressantes. Typiquement, Londres, c'est quand même pratique quand on a un campus à Paris. Londres, Berlin, enfin, voilà, des villes qui nous paraissaient comme essentielles au développement de ce qu'on appelle les core cities. Euh, donc ça a été un développement mixte qui a eu d'autres avantages en dehors du scale business et impact, c'est-à-dire en termes de nombre d'élèves formés, c'est que ça nous a obligés à penser notre produit. Parce qu'en fait, l'avantage de la franchise, qui peut très clairement être inconvénient de la franchise, c'est que tu confies ton bébé à un tiers qui est indépendant et que ce tiers, en fait, il va avoir la main sur ton produit, sur ton outil, etc. Et s'il en fait n'importe quoi, il abîme l'image. Et l'image, c'est tout dans une entreprise comme Le Wagon qui vient de se lancer. Surtout en matière d'éducation, où on sait la marque et quelle importance elle a. Typiquement, la marque HEC, la marque ESSEC, la marque EM Lyon. Voilà, c'est des marques quelque part. Donc, tu ne peux pas abîmer la marque en éducation. C'est très important, la marque. Et, donc voilà, donc en fait, la franchise, ça nous a permis de bien packager notre offre de formation. C'est-à-dire de dire au franchisé, bah voilà, ça c'est la recette. Il faut s'y tenir à la lettre près. On a un guide opérationnel qui doit faire près de 300 pages. Ah oui. C'est extrêmement documenté, puisqu'on a documenté chemin faisant. Et puis, donc ça c'est sur on va dire la théorie, donc encadrer les pratiques pour être sûr que l'expérience du bootcamp sera la même partout et de la même qualité partout. Et puis l'autre élément, c'est l'élément technique, c'est-à-dire encadrer techniquement la classe pour être certain que les élèves se connectent à la même plateforme, ont les mêmes exercices, optimiser l'expérience aussi pour pour les franchisés, c'est-à-dire éviter d'avoir à tout facturer par soi-même, éviter, enfin voilà, automatiser un maximum de process. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement utile. Donc, la franchise, ça nous a permis, un, de développer le business, deux, de développer le produit. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour le coup. Et justement, quand tu parles du produit en lui-même, la promesse paraît assez incroyable en 9 semaines d'apprendre voilà, à coder ou à devenir data scientist. En fait, on peut vraiment le faire concrètement. Qu'est-ce qui se passe dans ces 9 semaines pour qu'en 9 semaines, je sache coder et je puisse être opérationnel moi-même, voilà, à me lancer à faire mon site web ou mon application? Mhm. Alors, on peut très clairement, enfin, on a un taux de réussite, entre guillemets, parce que ça dépend comment tu mesures la réussite, mais de satisfaction en tout cas qui est très important. Et des gens qui deviennent développeurs au sortir du wagon, il y en a énormément. Il y a plein de raisons qui font que c'est possible, hein. Déjà, on se concentre sur l'essentiel du métier. C'est-à-dire qu'on se concentre sur être développeur web. On ne va pas t'apprendre à aller dans les couches basses de la machine à retravailler enfin, voilà, sur du processeur, de l'ingénierie de profondeur, etc. On fait du développement web. Donc, on est sur cette niche, entre guillemets, qui est le développement web et qui se trouve être la plus grosse niche possible, puisque Internet, c'est tout aujourd'hui. Donc, déjà, on a scopé. Ensuite, le produit pédagogique, on l'a itéré énormément. L'avantage, c'est que comme le programme dure 9 semaines, tu imagines bien que le nombre d'itérations qu'on peut faire, il est délirant. Aujourd'hui, on est à plus de 400 batchs sur les 6 ans, 400 classes qui ont été formées sur 6 ans. C'est énorme parce qu'en fait, si tu compares par exemple un cycle scolaire d'école de commerce, ça voudrait dire que c'est 400 années, quoi. Donc, en fait, nous, on peut itérer extrêmement vite parce qu'on a un programme qui est extrêmement court. Donc, en gros, à la fin de chaque programme, on itère, on a un mois off, entre guillemets, entre chaque batch. Donc, on fait 4 batchs par an avec un mois entre chaque batch et on améliore le produit et on améliore le produit, etc. Donc, ça fait 6 ans qu'on raffine le produit constamment pour le rendre de plus en plus performant. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il répond parfaitement aux attentes du marché et aux attentes des élèves. Le deuxième élément, c'est qu'on est Quand tu beaucoup dis dans la ça, pratique. que vous le raffinez, tu as un exemple précis entre il y a 6 ans et maintenant? Ah, bah, Qu'est-ce qui a changé? tout, tout. Tu prends la plateforme de cours d'aujourd'hui, la plateforme de cours de 2014,
Absolument pas la même. Absolument pas la même. Honnêtement, je pense qu'il y a même quasiment plus rien en commun, quoi. Donc mais les élèves qui ont fait, les alumni qui ont fait le wagon du batch 1 au batch 2, on est resté en contact parce que c'est des gens qui nous ont fait confiance au tout début. Ils voient bien que le niveau des élèves aujourd'hui est plus le même, que le niveau des plateformes qu'on propose est plus le même. Ça, c'est une évidence. Mais bon, après, c'est normal, hein. Ils étaient les premiers, il fallait bien commencer. Et ils sont devenus quoi? T'as des belles histoires? Bah ouais, il y en a pas mal qui sont développeurs d'ailleurs. Donc nous, on a beaucoup d'élèves qui sont. En fait, tu as trois chemins si tu veux quand tu sors du wagon. Tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu peux faire du freelance, tu peux chercher un job salarié. Job salarié, ça va être très majoritairement des gens qui cherchent des emplois de développeurs full stack. Après, tu vas avoir quand même une partie, je dirais à peu près, sur les gens qui cherchent un emploi salarié. Je dirais un tiers des gens qui vont s'orienter vers des postes de PM, du UX, UI designer, technical sales ou voilà, ou ce genre d'emploi où en fait aujourd'hui c'est quasiment impossible de plus avoir de connaissances techniques. Typiquement, être product manager sans aucune connaissance technique, ça devient très compliqué. Il y a enfin, il y a l'exception française un peu dans certaines entreprises où c'est encore possible. Mais par exemple chez Google, être product manager en n'ayant aucune notion technique, Je confirme. voilà, c'est de l'utopie pure, quoi. Donc, tu n'es pas obligé d'être un développeur émérite, tu vois, avec un tableau de chasse, mais n'avoir aucune connaissance technique, c'est totalement rédhibitoire. D'accord. Et alors, bah, du coup, je comprends bien, vous raffinez au fur et à mesure les formations, donc ça devient toujours plus sharp, plus précis et meilleur. Vous avez quand même levé des fonds il y a peu de temps. D'ailleurs, bravo, vous avez fait une récente levée de fonds, donc 17 millions d'euros Ouais, sur le secteur de la formation. Tu expliquais justement que vous aviez un BFR positif, donc finalement, vous avez, vous avez plutôt du cash au départ, puisque les gens payent au début de la formation. Pourquoi du coup avoir levé maintenant des fonds à cette étape-là? Qu'est-ce que vous allez créer comme scaling factor en fait avec cette levée de fonds? Et comment, ou alors est-ce que vous avez d'autres chemins pour accélérer? ouais, bien sûr. Alors, en fait, tu as plusieurs éléments. Déjà, l'éducation, je trouve que c'est un bon domaine pour investir. Je suis pas investisseur, mais je pense que enfin, je sais que c'est un bon domaine C'est pour plusieurs. l'avenir. Je fais un tout. Ouais, bah ouais, mais en fait, je fais une petite aparté sur l'éducation parce que c'est vrai que, tu vois, c'est vrai que les EdTech, etc., sont pas forcément mis en avant en matière de levée de fonds. On est souvent sur du consumer, etc. Et pourtant, c'est des domaines qui sont hyper intéressants. Bon, déjà, ça a du sens. C'est, comme tu dis, c'est l'avenir. Après, sur le plan purement mathématique, vraiment purement mathématique, on a une population mondiale qui ne cesse de croître, une offre d'éducation publique qui ne croît pas du tout à la même vitesse que la population mondiale et qui, quand elle croît, a du mal à s'adapter. Donc, on va dire, arithmétiquement parlant, l'éducation est un bon business, si tu veux parler de pur business, puisque il y a de plus en plus de gens à former et que l'offre de formation proposée par les États est globalement sous-dimensionné ou incompatible avec la réalité du marché. Donc déjà, ça c'est un petit aparté, mais je pense que les EdTech sont un vrai sujet d'investissement. Et je prêche évidemment pour ma paroisse, mais je le pense sincèrement. Euh, nous, on a trois axes de développement majeurs. Le premier, c'est de consolider l'existence, c'est-à-dire s'assurer que les empreintes qu'on a créées localement, on va dire, écrasent bien leurs pieds sur le territoire, qui est une bonne empreinte. On a localement des communautés, on a localement des talents qui ont installé des campus. Maintenant, il faut s'assurer que ces talents ont les moyens de développer leur activité localement et que cette activité a les moyens de vraiment prendre de l'ampleur. Donc pour ça, faire de l'investissement, ça avait du sens. On aurait pu le faire nous-mêmes, très clairement, mais pas à la même échelle et pas avec la même intensité et la même rapidité. Deuxième axe de développement, c'est évidemment les formats et les sujets. C'est-à-dire que là, on vient de lancer Data Science, on lance des formats part-time, on n'exclut pas de réfléchir à d'autres formats type cybersécurité ou
ou XUI. Enfin, il y a plein de sujets en fait qui sont passionnants, qui sont des nouveaux métiers, qui sont des métiers qui pratiquement se construisent au quotidien. Enfin, le métier de data scientist n'existait pas quand on a lancé le wagon pratiquement. Enfin, c'était vraiment les tout début de ce métier-là. Donc c'est quand même passionnant de se dire que tu as une école qui forme à des métiers qui n'existent pas encore. Voilà, un autre sujet, mais philosophiquement, c'est quand même assez sympa. Et le troisième élément de développement qui nous paraît fondamental, c'est toutes les activités corporate. On a depuis 2 ans de plus en plus de training qu'on fait directement avec des entreprises. C'est une activité qui est hyper intéressante pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un vrai marché, la formation professionnelle en entreprise, les corporate training. C'est un marché dans lequel je pense on peut faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Je trouve que l'offre de formation est un peu déceptive. C'est des catalogues, qui n'ont pas très envie. On se voit vite dans une tour à la Défense, quoi, avec un top horaire pour déjeuner. Moi, je trouve que c'est très dommage. Donc, je pense que l'offre, c'est un peu peut mieux faire, quoi, en gros. Il y a un marché qui se libéralise en matière de formation professionnelle, puisque les salariés ont de plus en plus le droit de choisir eux-mêmes leur formation, et ça, c'est très bien. Même si, comme je le disais tout à l'heure, les process sont pas jojo. Et nous, être au contact avec des entreprises, discuter en direct avec des entreprises, c'est forcément hyper intéressant puisque ça fait un peu de R&D, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas te targuer de former des gens recrutables si tu fais pas de la veille et si t'es pas en contact au quotidien avec des recruteurs, des DRH, des dirigeants d'entreprise et la réalité de leurs besoins, quoi. Donc ça nous permet aussi de faire entre guillemets de la R&D sur nos programmes par ailleurs. C'est passionnant. Et pour finir sur cette très belle interview, Romain, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un conseil pour les start-upers en EdTech qui arrivent sur le secteur? Pour les startups en EdTech spécifiquement, Ah oui, euh, ah, c'est bah, spécifique. ouais, bah, c'est un peu le conseil enfin, c'était un conseil dissimulé un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que je pense que les EdTech c'est extrêmement intéressant comme domaine. Déjà, c'est une matière noble, c'est une matière dans laquelle il y a tout à réinventer. Le monde de la formation, c'est un monde qui est passionnant, c'est une mission qui est passionnante et c'est une mission qui est portée par un vrai business. Et nous, on le voit parce qu'on a rencontré pas mal d'investisseurs dans le cadre du roadshow de la levée de fonds et on voit qu'il y a une vraie appétence, un vrai intérêt d'investisseurs pour ces sujets-là, qui sont effectivement des sujets d'avenir. Donc, en gros, bah, mon conseil, c'est de foncer. Après c'est des conseils un peu classiques d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut foncer, il faut se prendre des portes, il faut échouer, il faut refaire. C'est un peu c'est un peu le quotidien de n'importe quel entrepreneur. Les EdTech, je pense que c'est vraiment un sujet passionnant et il faut le dépoussiérer de plus en plus et il faut foncer, il faut y aller. Merci Romain pour ce conseil, pour cette interview et plus généralement pour aider à éduquer notre French Tech et à se devenir de plus en plus forte. C'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne du Club Digital, Romain. À Merci à bientôt. toi, c'était un plaisir. À bientôt. Salut.
C'était notre invitation. Merci à toi. Merci.